Les scientifiques font chaque jour des découvertes qui changent le monde, mais même eux peuvent être confrontés à des mystères insolvables. Voici 10 choses qui ont pu déconcerter les chercheurs. Imagine que tu entendes constamment un bourdonnement à basse fréquence et que personne ne puisse en définir la source. Environ 4% de la population mondiale affirme entendre le hum. C'est un son sans lien avec la région où il se produit. Et on veut dire par là que des gens du monde entier l'entendent, de sorte que l'on parle parfois du hum de Taos ou de celui d'Auckland en fonction de la région où il se fait entendre. Ce son se situe juste au seuil de l'ouïe humaine. Les gens disent l'entendre moins lorsqu'ils se trouvent en extérieur, alors qu'il devient plus fort à l'intérieur, et particulièrement la nuit. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que tu ne peux plus t'empêcher de l'entendre une fois que tu l'as perçu. Certains affirment que le phénomène aurait commencé à Londres à l'époque de Charles Dickens, l'auteur d'Oliver Twist, et que ce son de basse fréquence proviendrait en fait de la clameur populaire. Ou pas. Les premiers cas ont été enregistrés à Bristol, au Royaume-Uni, et remontent au milieu des années 1970. Les scientifiques ont diverses théories concernant l'origine du hum et sur la raison pour laquelle seules certaines personnes peuvent l'entendre. Pour autant, ils n'ont pas encore de réponse claire. Il pourrait se produire lorsque les vagues se déplacent le long du plancher océanique et font trembler la Terre lorsqu'elles entrent en collision avec les plateaux continentaux. Ou bien il pourrait se produire en raison des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Oh, et que dire des signaux radio à ultra basse fréquence utilisés pour communiquer avec les sous-marins ou même de la 5G. L'upsweep est un autre type de son non identifié. Il a été détecté en 1991 dans l'océan Pacifique et ce son est suffisamment aigu pour être enregistré à travers tout l'océan. Les scientifiques entretiennent l'hypothèse que ce son pourrait être lié à l'activité volcanique sous-marine. Il est intéressant de noter que son volume a diminué par rapport au niveau qu'il avait lors de sa première découverte, mais on peut toujours bel et bien le détecter. De plus, il observe un rythme saisonnier et atteint son volume le plus élevé au printemps et à l'automne. Est-ce lié au changement de saison? Personne ne le sait vraiment. Le mystère suivant consiste en un monument de forme conique trouvé dans la mer de Galilée, en Israël. Cette structure sous-marine a été découverte accidentellement par balayage sonar en 2003, mais ses résultats n'ont été publiés qu'en 2013. Le monument pèserait près de 60 000 tonnes et a été submergé par la montée des eaux il y a bien longtemps. Les archéologues demeurent perplexes devant cette découverte, parce qu'ils ne parviennent pas à déterminer son origine, pas plus que sa fonction. Ainsi, cette structure immense et singulière demeure un mystère. Passons à Göbekli Tepe en Turquie. Ce lieu présente l'un des sites les plus importants du monde sur le plan archéologique. Pourquoi une telle importance? Eh bien parce qu'il recèle d'imposantes pierres sculptées vieilles d'environ 11 000 ans. Pour mettre les choses en perspective, c'est environ 6 000 ans plus ancien que Stonehenge. D'anciennes peuplades ont érigé ces pierres avant même de commencer à maîtriser la métallurgie, l'agriculture ou la poterie. La seule existence de cet endroit va donc à l'encontre de la chronologie des civilisations telles que nous la connaissons, à savoir celle où les gens cultivent d'abord et construisent ensuite. Apparemment, ce n'était pas le cas ici. Quoi qu'il en soit, une question se pose. Quelle était la fonction de ce site ? A-t-il été conçu pour vénérer des forces surnaturelles ? En effet, les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir du plus vieux temple au monde. Paléodiction nodosum. Oui, je sais que ça ressemble à une formule magique. Il s'agit en fait d'un fossile vivant trouvé au fond de l'océan. Une créature fabrique bien ses terriers hexagonaux, c'est certain. Pourtant, les scientifiques ne parviennent toujours pas à en identifier l'artiste. Qu'entendons-nous par fossile vivant ? Eh bien, Paléodiction nodosum est une créature dont on pense qu'elle produit un type de terrier presque identique aux fossiles de Paléodiction. Est-ce une sorte de ver qui les a creusés ? Les chercheurs l'ignorent. Une chose est sûre, il ne s'agit pas d'un phénomène aléatoire créé par des mouvements géologiques. En parlant de fossiles, jette donc un coup d'œil à ce géant. On le surnomme officieusement Godzillus. Il a été découvert en 2011 par un paléontologue amateur, un scientifique étudiant l'histoire de la vie terrestre en analysant notamment des traces fossiles. Mais revenons à Godzillus. Il mesure près de 2 mètres de long pour 3 mètres de hauteur. Ce fossile est vieux de 450 millions d'années et provient de l'époque où la région de Cincinnati était encore sous les eaux.
Il pourrait s'agir d'un tapis d'algues fossilisé, mais certains scientifiques sont d'un avis différent. Voici un immense tunnel découvert en Amérique du Sud. Il serait vieux d'au moins 8 à 10 000 ans. Au début, les chercheurs ont commencé par découvrir quelques terriers colossaux. Ils étaient aussi vastes que soigneusement construits. Les géologues étaient stupéfaits, n'ayant encore jamais vu de telles structures auparavant. Aucun processus géologique connu ne permet d'expliquer leur formation. Les chercheurs connaissent d'ailleurs l'existence de ces terriers depuis les années 1930. Mais à l'époque, ils pensaient que ces tunnels avaient été creusés par des hommes préhistoriques, jusqu'à ce qu'ils découvrent d'énormes traces de griffes sur les murs et au plafond. Ils ont alors pensé que des espèces aujourd'hui disparues pourraient être à l'origine de ces marques. Et de nombreux géologues croient fermement être tombés sur des terriers de paresseux géants ou de tatous. Cette structure serait donc le plus grand terrier connu de l'ère paléolithique en Amazonie. Pourtant, les experts se posent de nombreuses questions. Comment se fait-il qu'une structure aussi soignée ait pu se former naturellement ? Un chercheur a ensuite découvert une autre grotte étrange. Celle-ci se trouvait à des centaines de kilomètres de l'immense tunnel. Avance rapide. On compte maintenant plus de 1500 terriers de l'ère paléolithique découverts au Brésil. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que certaines de ces grottes sont connectées à des tunnels qui mènent parfois à des chambres. Enchaînons avec un phénomène naturel. Et si on te disait que chaque année, surtout en octobre, des boules de feu apparaissent sur le Mékong en Thaïlande ? Selon la légende, les boules de feu des Nagas seraient un appel au retour de Bouddha sur Terre. Et ce sont les serpents du fleuve qui lanceraient ces appels. Il s'agit d'un mythe, mais qu'en dit la science ? Est-ce lié à un gaz inflammable ? Il n'y a pas encore de consensus à ce sujet. Ces boules de feu semblent s'élever des eaux et peuvent atteindre une hauteur de près de 300 mètres. Elles s'apparentent à des feux d'artifice, disparaissent très rapidement et scintillent généralement d'une couleur orange ou rougeâtre. Mentionnons aussi quelques légendes au passage. Pourquoi pas après tout ? Elles peuvent être passionnantes. Et il serait dommage d'omettre celle qui concerne la cité perdue de l'Atlantide. Comme tu le sais sûrement, la légende voudrait que l'Atlantide ait été submergée par l'océan il y a environ 11 000 ans. Depuis, scientifiques, mais aussi chasseurs de trésors et autres philosophes sont à la recherche de ce monde perdu. La route de Bimini pourrait-elle en être la trace ? En 1968, un plongeur a retrouvé d'étranges pierres au large des côtes de l'île de Bimini Nord, aux Bahamas. Ces pierres semblent avoir été fabriquées par l'homme. On dirait qu'elles ont été espacées de façon régulière et posées en rang ordonné. Les scientifiques ont été déconcertés, mais pas pour longtemps. La datation au carbone de ces blocs a révélé que des forces géologiques avaient créé cette route naturellement. Il n'y avait pas de marque d'outils ou de signes indiquant que les blocs avaient été empilés les uns sur les autres. Les recherches se poursuivent, mais les scientifiques pensent en général que ces blocs ont été créés par l'érosion. Je suppose que le scoop de l'Atlantide n'est pas pour demain. Imagine, tu te promènes sur la plage et tu vois des dizaines de pieuvres passer devant toi. En 2017, un groupe de personnes au Pays de Galles a précisément assisté à cela. Pourquoi ces créatures sont-elles sorties de l'océan ? Personne ne connaît la réponse. Le groupe a rapporté avoir vu 20 à 30 pieuvres ramper sur le sable. Ils ont bien cherché quelques signes de blessures chez elles, mais n'ont rien trouvé. Pour finir, ils ont déclaré avoir rejeté ces animaux à la mer. Il est intéressant de noter que les pieuvres ont continué à ramper sur le rivage jusque dans la nuit. Les experts disent qu'il est difficile d'être sûr de la raison qui a pu pousser ces mollusques sur la plage sans procéder à un examen physique. Ils spéculent encore sur la raison de ce phénomène rare et singulier. S'agirait-il d'une surpopulation de pieuvres ? Une autre étude souligne que plus les pêcheurs s'attaquent aux grands animaux qui se nourrissent de ces pieuvres, plus leur population augmente. C'est peut-être pour cela que ces dernières n'ont d'autre choix que d'aller plus loin pour trouver de la nourriture ou un abri. Mais sans recherches approfondies, il n'y a là que des théories. Il y a aussi beaucoup de choses que nous ignorons encore sur l'espace. Voici donc une info bonus sur la source jaunâtre de... Tu sais, la NASA n'explore pas seulement les étoiles, les planètes, les galaxies et les trous noirs. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. L'agence américaine fait aussi des découvertes ici, sur notre planète. Alors, qu'est-ce que la NASA a découvert récemment ? Y a-t-il de la vie sous la glace ? Après avoir analysé des données, ils ont révélé que quelque chose d'incroyable se cachait sous la glace de l'Antarctique.
Et cette découverte ne change pas seulement tout ce que nous savions sur l'ensemble du système hydrique de la Terre, mais elle pourrait aussi aider dans nos recherches sur la vie dans l'espace. L'existence de l'humanité pourrait dépendre de notre compréhension de l'Antarctique et de ses secrets. Ces récentes découvertes révèlent donc des informations vitales pour notre survie. Mais avant de continuer, voyons ce que tu sais de cet endroit où tout n'est que glace à perte de vue. L'Antarctique est l'un des 7 continents de la planète, situé dans l'hémisphère sud. C'est le 5e plus grand continent en termes de superficie totale. Cela signifie qu'il fait presque 2 fois la taille de l'Australie. Tu veux voir de vrais météorites? Va en Antarctique. Grâce à son climat sec, l'Antarctique est l'un des meilleurs endroits au monde pour observer l'espace. Mais ce qui est encore mieux, c'est que tu peux trouver des météorites dans la surface blanche du continent. Les scientifiques ont déjà extrait environ 45 000 météorites de la glace. Et ils pensent en avoir détecté au moins 300 000 autres. Comme il n'y a pas beaucoup de roches sur ce continent, il est assez facile pour eux de les repérer grâce à leur couleur sombre. L'environnement sec et désertique de l'Antarctique favorise aussi leur préservation, même celles qui sont tombées sur Terre il y a plus d'1 million d'années. Et peux-tu imaginer une activité volcanique en Antarctique? Difficilement. Pourtant, c'est bien l'endroit où le feu rencontre la glace. C'est en Antarctique occidentale que l'activité volcanique est la plus importante. Les scientifiques ont récemment découvert qu'il existe 138 volcans rien que dans cette partie du territoire. Eh oui! Tu crois probablement qu'il fait toujours très froid en Antarctique, mais non. Ces régions côtières peuvent atteindre une température de 10 degrés Celsius. Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ressemblerait l'Antarctique s'il n'y avait pas de glace? Cela peut sembler inimaginable maintenant, mais ce continent n'a pas toujours été recouvert de glace. D'accord, c'était il y a 34 millions d'années. Donc jusqu'à présent, personne ne pouvait savoir à quoi ressemblerait sa surface sans la glace. Mais la NASA a remédié à cela. Ils ont créé des simulations informatiques et ont dressé la carte la plus précise du continent à ce jour. Et ce qu'ils y ont vu est incroyable. Le continent n'est pas du tout plat comme on le croyait auparavant. Il est plutôt bosselé avec des vallées, des plaines ondulées et de hautes montagnes. Mais ce n'est rien à côté de ce qu'ils ont découvert sous la glace de l'Antarctique. Alors, qu'est-ce que c'est? Roulement de tambour, s'il vous plaît. La NASA a trouvé 2 nouveaux lacs subglaciaires. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'ils ont repéré ces lacs depuis l'espace. Comment est-ce possible? Si ta réponse est grâce à des satellites high-tech, alors tu as raison. En 2003, la NASA a lancé un satellite appelé IceSat, qui a mesuré la masse de la calotte glaciaire et la hauteur des nuages et des aérosols. Le satellite a aussi permis de créer cette carte de l'Antarctique sans glace. En 2010, l'Agence spatiale européenne a lancé un 2e satellite, Cryosat 2. Son objectif, suivre les changements d'épaisseur de la glace. Puis, en 2018, la NASA en a lancé un 3e, IceSat 2, pour prendre la relève d'IceSat. Il a mesuré l'élévation de la calotte glaciaire et l'épaisseur de la glace de mer. Il s'agissait du laser d'observation de la Terre le plus avancé de la NASA. Il a fourni des données de la plus haute précision. Et lorsque ces données ont été combinées avec celles des autres satellites, il a été possible de repérer ces 2 nouveaux lacs près de 2 autres de plus grande taille. Mais d'abord, comment est-il possible que ces lacs existent? L'épaisseur moyenne de la plupart des glaces de l'Antarctique est d'environ 1,9 km. Cependant, elle peut atteindre plus de 2,8 km d'épaisseur à certains endroits, surtout en hiver. On pourrait donc se dire qu'il n'y a rien en dessous. Mais la science nous dit le contraire. Ce n'est pas vraiment visible à l'œil nu. Pourtant, la glace du continent s'écoule lentement, mais constamment, et ce dans différentes directions sous la pression de sa propre masse. Mais pendant de nombreuses années, les scientifiques ne comprenaient pas comment l'eau se déplaçait. Cela a commencé à changer en 2007, lorsque les données recueillies par l'IceSat ont permis de comprendre ce qui se cache sous la surface. Ils ont découvert pour la première fois un réseau de lacs d'eau de fonte, tous connectés sous les courants de glace rapide de l'Antarctique. Et il y en avait des centaines. La glaciologue Hélène Amanda Fricker de la Scripps Institution of Oceanography a émis l'hypothèse que les changements d'élévation mesurés par l'IceSat se produisaient en raison de la dynamique de ces lacs. Ils ne retenaient pas l'eau de fonte de façon statique.
Au lieu de cela, il se remplissait et se vidait continuellement au fil du temps grâce à un système de canaux. Et au fur et à mesure, la glace au-dessus se soulevait et s'effondrait. Mais où allait toute cette eau? Dans l'océan, bien sûr. Et il s'en écoule beaucoup. Une étude récente, coécrite par Fricker, a révélé que l'écoulement des eaux d'un lac déverse pas moins de 750 milliards de litres dans l'océan en seulement 3 jours. D'innombrables mystères concernant les phénomènes naturels attendent encore d'être résolus. Mais la découverte de ces 2 nouveaux lacs donne aux scientifiques une meilleure idée de la vitesse à laquelle la calotte glaciaire de l'Antarctique se modifie à mesure que le climat se réchauffe, ainsi que de la façon dont cela affecte les courants océaniques et l'élévation du niveau de la mer. Le cycle de remplissage et d'écoulement des lacs provoque également des fissures et des crevasses sur la couche de glace. Les informations que les chercheurs trouveront dans ces nouveaux lacs leur permettront donc de mieux comprendre ce qui se passe à la surface de la glace. Ils pourront aussi évaluer comment ce système de remplissage et d'écoulement influence la vitesse à laquelle la glace glisse dans les océans et les mers. Et cela signifie qu'ils pourront évaluer comment l'eau douce ajoutée peut modifier les écosystèmes marins. Cette découverte peut également nous permettre de savoir si la vie existe sous la glace. Génial! Les scientifiques ont foré à environ 1068 mètres dans la glace et ont découvert que les échantillons d'eau prélevés dans l'un des lacs contenaient environ 10 000 cellules bactériennes par millilitre. Un nombre aussi élevé de vie bactérienne est un bon signe, car cela signifie que les eaux glacées pourraient aussi abriter ces formes de vie plus développées, comme des micro-animaux. Et l'un de ces nouveaux lacs pourrait même être l'endroit où ils vivent. Mais le plus fascinant, c'est que ces nouveaux lacs pourraient les aider à comprendre si la vie est possible sur d'autres planètes. Les scientifiques pensent que la vie sous la surface gelée de la planète Mars, s'il y en a, pourrait correspondre au modèle observé dans les lacs de l'Antarctique. Il est donc possible qu'ils trouvent de nouvelles informations cruciales sur le type de vie qui a pu exister sur la planète rouge. Mais les hivers y sont plutôt rudes. La température la plus basse sur Terre est de moins 89,2 degrés Celsius. En 2010, la température est même tombée à moins 93,2 degrés Celsius. Et le ressenti de ce froid est bien pire en raison des vents forts et secs. Savais-tu que la superficie de la glace de l'Antarctique change aussi tout au long de l'année? Elle fait environ 3 millions de kilomètres carrés en été. Mais en hiver, elle atteint 19 millions de kilomètres carrés. Pourtant, malgré ces changements, elle reste le plus grand morceau de glace existant sur Terre. Désolé l'Arctique, c'était bien tenté. Tu as déjà vu des manchots? Eh bien, ces animaux sont les maîtres des lieux, car il n'y a pas de peuple indigène en Antarctique. C'est un no man's land, et aucun pays ne le possède. Sa véritable population est constituée de 5 espèces différentes de manchots, de phoques et d'orques. Malgré les conditions difficiles sur ce continent, tu peux aller y pêcher en touriste et y faire des recherches. Environ 5000 personnes résident sur le continent pendant l'été dans des stations de recherche. Mais quand l'hiver arrive, ce nombre diminue bien entendu, jusqu'à un petit millier. Enfin, la couche de glace de l'Antarctique représente 70% des réserves en eau douce de la planète. Imagine ce qui se passerait si elle fondait. Le niveau des mers partout dans le monde augmenterait de près de 60%. L'Antarctique est le continent le plus isolé de la planète. Il renferme 90% de la glace du monde, mais il est considéré comme un désert car les précipitations annuelles n'y dépassent pas 300 mm. Difficile de croire que c'est un désert rien qu'en le regardant, puisqu'il est blanc et plein d'animaux sauvages. Mais l'Antarctique n'est pas seulement ce qu'il semble être en surface, car tant de choses sont cachées en dessous, et même au-dessus. L'Atlantide a longtemps été un mystère pour l'humanité. A-t-elle jamais existé? Et si oui, où était-elle située? L'une des théories soutient que la civilisation atlante aurait pu prospérer et s'épanouir sur le continent antarctique lorsqu'il n'était pas encore recouvert de glace. En raison des ères cycliques de la Terre, c'est-à-dire l'alternance de périodes de glaciation et de périodes interglaciaires, on pense que l'Antarctique a été à une époque une forêt tropicale. Et une récente photo de Google Earth a permis de découvrir des ruines intéressantes, enfouies profondément dans le lit d'un lac du continent blanc. On ne sait pas exactement à quelle civilisation appartenaient ces vestiges, mais certains experts pensent qu'il pourrait s'agir de l'Atlantide. Ces lacs gelés de l'Antarctique renferment encore bien d'autres choses dans leur profondeur.
Dans les années 1970, les scientifiques ont été surpris de trouver de grands lacs sous les plaques de glace du continent gelé. On pense que plus de 400 lits de lacs existent sous les couches de glace. Le lac Vostok, par exemple, le plus grand lac sous-glaciaire, y est enfoui sous 3 km d'épaisseur de glace. Des grottes de glace bleue immaculée s'y cachent aussi. L'eau de ces lacs reste liquide grâce au faible niveau de chaleur géothermique provenant du noyau de la Terre. Et les scientifiques pensent que certains lacs ont environ 15 millions d'années. Parmi les phénomènes uniques qui se produisent sur le continent, l'Antarctique abrite une chute d'eau extrêmement bizarre. En 1911, un géologue australien s'est interrogé sur ce qu'on appelle les chutes de sang. Il était très perplexe devant ce flot de liquide rouge qui se déversait d'une petite colline parmi les glaces de l'Antarctique. Après des années d'études, on a compris que la cause de cette coloration était la forte teneur en fer de l'eau. La dernière pièce du puzzle s'est emboîtée lorsque les scientifiques ont découvert qu'il y avait à proximité un lac souterrain dont l'eau était remplie de fer oxydé qui était à l'origine des chutes de sang. En parlant de mystère, cette photo peut être assez déroutante. Pourquoi diable quelqu'un aurait-il besoin de retirer de l'argent en Antarctique ? Eh bien, faisons d'abord un petit point historique. En 1956, les États-Unis ont fondé la station de recherche McMurdo, qui reste à ce jour le plus grand centre scientifique du continent. Au pic de la saison, la station accueille entre 200 et 1000 scientifiques. Et ces personnes ont besoin d'argent pour acheter du café, des pizzas et d'autres choses pour répondre à leurs besoins quotidiens. C'est pourquoi la banque Wells Fargo a décidé d'y installer un distributeur de billets. Et ils ont même établi un record du monde Guinness de cette façon. Le distributeur Wells Fargo de la station McMurdo est le plus méridional du monde, ainsi que le plus isolé. Il n'y en a pas d'autre à des milliers de kilomètres à la ronde. Les températures glaciales de l'Antarctique peuvent rendre le continent hostile à la vie humaine. D'ailleurs, l'Antarctique est le continent le plus froid, le plus sec et le plus venteux de notre planète. La température moyenne le long des côtes est d'environ -10 degrés Celsius. Mais si tu t'enfonces dans l'arrière-pays, il fait encore plus froid. L'intérieur du continent peut enregistrer des températures d'environ -57 degrés. Le bon côté des choses, c'est que ces conditions glaciales rendent possible certains phénomènes hypnotiques comme les bulles de glace. Ces bulles gelées à l'intérieur de certains lacs antarctiques sont des bulles de méthane. Le gaz libéré lors de la fonte des glaciers finit par geler pendant sa remontée et donne lieu à ce magnifique spectacle. Il y a quelques années, les scientifiques ont été surpris par un trou géant de la taille des Pays-Bas ou du lac Michigan dans un lac antarctique. Ce genre de trou est appelé polynie et c'est un phénomène naturel sur le continent. Mais celui-ci est le plus grand que les scientifiques aient vu depuis les années 1970. Les polynies sont des trous massifs dans une mer de glace. La plupart d'entre eux apparaissent le long de la côte, mais celui-ci a été découvert dans la mer de Weddell, bien plus loin des côtes. Les scientifiques tentent encore de comprendre comment cela s'est produit et quelles sont ses implications pour le climat de la région. L'une des caractéristiques du continent semble complètement artificielle et a même suscité plusieurs théories concernant ses origines. Cette formation ressemble exactement à d'autres pyramides faites par l'homme, n'est-ce pas ? La seule différence est qu'il s'agit en fait d'une formation rocheuse naturelle et qu'elle existe depuis très longtemps. Elle a été découverte pour la première fois lors d'une expédition dans les années 1910 et a été gardée secrète depuis. Elle a été surnommée la pyramide, mais son nom scientifique correct est Nunatak, qui signifie simplement un pic de roche dépassant d'un glacier ou d'une couche de glace. Il existe d'autres pics célèbres qui ressemblent à des pyramides, comme le Cervin en Suisse. Donc non, ce n'est définitivement pas une construction humaine. La liste des découvertes fascinantes sur le continent glacé continue. Alors qu'un programme d'intelligence artificielle analysait un ensemble de données sur l'Antarctique, il est tombé sur une découverte étonnante. Il pourrait y avoir jusqu'à 300 000 météorites non découvertes dans le champ glacé du continent. Des météorites tombent sur le continent depuis des millions d'années. Mais ce n'est qu'il y a 110 ans que la première a été trouvée. Et devine quoi ?
Récemment, des chercheurs ont trouvé une météorite martienne en Antarctique de l'Est. C'était la plus grosse trouvée au cours des 25 dernières années et elle pesait environ 75 kg. En général, le feu et la glace sont une combinaison plutôt délicate. Donc, il est peu probable que l'Antarctique abrite un volcan actif, n'est-ce pas? Et pourtant, si. Le volcan, connu sous le nom de mont Erebus, est le volcan actif le plus au sud du monde. Du magma liquide et de la lave bouillonne depuis des millénaires. En réalité, le mont Erebus est actif depuis plus d'1 million d'années. Et c'est le deuxième plus haut volcan de l'Antarctique avec une hauteur de 3600 mètres. Nous avons déjà mentionné le fait que l'Antarctique n'a pas toujours été glacée. Mais pourrais-tu imaginer une immense forêt tropicale couvrant tout le continent? Ce n'est pas de la science-fiction, c'était la réalité. Des impressions de feuilles et du bois fossilisé montrent clairement des signes d'arbres tropicaux dans la région. Les recherches sur les fossiles ont également révélé quelque chose de fascinant. L'Antarctique abrite le plus vieux ver du monde. Selon National Geographic, des fossiles trouvés en Antarctique révèlent une espèce de ver disparue depuis longtemps et âgée d'environ 50 millions d'années. Les scientifiques affirment que cette découverte est cruciale pour étudier certaines relations évolutives et que cela n'a été possible que grâce à la congélation de tels échantillons pendant des milliers d'années. L'Antarctique est un continent riche en biodiversité. Les pingouins, les ours polaires et les phoques ne sont que quelques-uns des animaux qui vivent là et dont nous avons connaissance. Mais il existe aussi une espèce de poisson rare et fascinante qui peuple les eaux de l'Antarctique. Connue sous le nom de poisson transparent, cette espèce est aussi bizarre que belle. Ce poisson a dû s'adapter pour survivre aux températures glaciales de l'eau en Antarctique, à tel point qu'il a évolué en un être unique. En plus d'avoir un corps transparent, ce poisson a un sang transparent, ce qui le rend complètement transparent. Et ce, parce qu'il lui manque la protéine hémoglobine qui donne au sang sa couleur rouge. Quand tu penses à l'Antarctique, tu penses probablement aux icebergs, n'est-ce pas? Voici donc quelques faits amusants à leur sujet. Savais-tu que les icebergs ont une durée de vie d'environ 3000 ans? Et qu'avec le Groenland, l'Antarctique est l'une des principales sources d'icebergs au monde? D'autre part, les icebergs peuvent atteindre jusqu'à 210 mètres de profondeur sous la surface de l'eau, et environ 90% du volume d'un iceberg est immergé. D'où l'expression « ce n'est que la partie émergée ». Il n'y a pas grand-chose à faire en Antarctique à part des travaux scientifiques. Tu pourrais observer la faune, les manchots et les adorables phoques, et tu pourrais voir de temps en temps une baleine nager dans les environs. L'Antarctique est un immense territoire qui n'est habité que par des scientifiques et des chercheurs venus du monde entier. Ces scientifiques ont creusé un trou à travers une couche de glace assez épaisse en vue d'étudier l'air ancien et la façon dont l'atmosphère se purifie. Ils ont utilisé une foreuse qui leur a permis de creuser un trou cylindrique à 140 mètres sous la surface. Cette glace, à certains endroits, peut être vieille de 800 000 ans et constitue un bon indicateur de ce qu'était le climat par le passé. C'est comme quand on consulte les cernes d'un arbre afin de connaître son âge, sauf que c'est plus compliqué que ça. Après avoir creusé sans difficulté, ils ont décidé de laisser tomber de la glace au fond du trou pour voir ce qui se passerait. Et ils ont entendu des sons vraiment inhabituels. Ils avaient l'impression d'être dans un vaisseau traversant un espace semé d'obstacles, avec de nombreux rochers se fracassant les uns contre les autres. Les sons changeaient à mesure que tombait rapidement le bloc de glace, passant de l'aigu à un son plus grave qui ressemblait à un battement de cœur. Cela a grandement déconcerté nos scientifiques, qui ont jeté un autre morceau de glace dans le trou et ont découvert que le même type de son se produisait, mais avec quelques variations. Ils ignoraient ce qui se trouvait sous la glace et, plus important encore, ce qui produisait ces sons. L'Antarctique compte un grand nombre de volcans dont beaucoup se trouvent sous des couches de glace super épaisses. Les chercheurs ont découvert 91 volcans et affirment qu'il pourrait y en avoir d'autres, ce qui en fait potentiellement la région volcanique la plus étendue du monde. Alors qu'ils effectuaient des travaux de recherche ordinaires, ils sont tombés sur tout un tas de formations souterraines coniques, ne laissant pas place au doute. Certaines de ces formations étaient enfouies jusqu'à 3 km sous la glace. Certains pics faisaient plus de 914 mètres de haut et des dizaines de kilomètres de large. Mais à la surface, tout était lisse et blanc. Il est possible qu'ils aient jeté leur bloc de glace dans le cratère d'un volcan se trouvant sous leurs pieds.
mais c'est peu probable. Même si la présence de volcans souterrains a été découverte par accident, il y a peu de chances qu'ils aient installé leur base directement au-dessus de l'un d'eux. Plus vraisemblablement, ils travaillaient dans une zone où l'étude des climats anciens est plus facile et moins dangereuse qu'ailleurs. Ils collectent des échantillons de glace et les étudient dans un laboratoire. Un peu comme d'autres découvrent un insecte préhistorique incrusté dans de l'ambre depuis des millions d'années, nous renvoyant à l'époque où les dinosaures parcouraient encore la Terre. Mais au lieu de petits insectes, ces scientifiques étudient la poussière ancienne, les bulles d'air, les sels marins, les cendres volcaniques et tout ce qui peut provenir de l'environnement. Ils peuvent ainsi savoir comment était le climat à une époque donnée. Ces échantillons de glace pourraient montrer que la calotte glaciaire occidentale de l'Antarctique a fondu lorsque le climat de la Terre s'est réchauffé. Si c'est le cas, il est probable que cela se reproduise. Cela aurait pour conséquence l'augmentation du niveau des mers qui affecterait les villes côtières et les petites îles isolées. Mais les scientifiques ne sont pas encore sûrs de ce qu'ils avancent, malgré certaines preuves à l'appui. L'étude d'un échantillon de glace peut prendre une semaine ou un an, selon ce qu'ils y trouvent. Ils écrasent ou font fondre l'échantillon petit à petit, et comme pour les cernes des arbres, plus la couche est profonde, plus on remonte dans le temps. Pour étudier les anciennes bulles piégées dans la glace, les chercheurs doivent broyer les échantillons sous une hotte à vide et les en extraire, puis les stocker dans des flacons. Il existe divers instruments et appareils pour l'étude des échantillons de glace, mais comme ils sont très fragiles, toutes les analyses doivent être effectuées dans une salle stérile afin que le matériel ne soit pas contaminé. Les scientifiques doivent porter des combinaisons et des gants et l'air doit être constamment renouvelé. Même quelque chose d'aussi minuscule et insignifiant qu'une empreinte digitale peut anéantir un échantillon. Ils recherchent certains motifs qui leur laisseront entrevoir les changements dans la composition et la température de l'atmosphère. Mais faire tomber un bloc de glace dans un trou n'est pas si grave. S'il émet un son particulier, c'est pour la même raison que le son du klaxon d'une voiture en mouvement est différent de celui d'une voiture à l'arrêt. Le terme scientifique pour cela est l'effet Doppler. Il s'agit du changement de fréquence d'une onde observé quand la distance entre la source et le récepteur varie. Cela ne signifie pas que la fréquence du son change vraiment, elle ne fait que se décaler. Il se passe la même chose avec d'autres types d'ondes, comme celles de l'eau ou de la lumière. Mais pour l'observation de l'effet Doppler, les ondes sonores sont ce qu'il y a de mieux. Donc, quand les scientifiques ont laissé tomber leur bloc de glace au fond du trou, les ondes sonores sont remontées et se sont répercutées sur la paroi du cylindre qu'ils avaient creusé. Voilà pourquoi ils ont entendu un son aussi étrange. N'oublions pas que ce bloc de glace avait voyagé à 140 mètres sous la surface. Les navires pétroliers creusent dans la croûte océanique des trous de plusieurs milliers de mètres. Le forage profond de Kola, en Russie, est le trou le plus profond jamais réalisé par l'homme. Il s'enfonce à plus de 12 200 mètres sous la surface, et il a fallu presque 20 ans pour atteindre ces 12 km. Juste au-dessous, on n'est qu'à mi-chemin du manteau terrestre. Par rapport à la taille de la planète, ce trou très profond ne fait littéralement que gratter la surface. Il n'était pas fait pour l'extraction de pétrole et il ne se trouve pas dans l'océan. Le forage a été arrêté en 1992 lorsque les ingénieurs ont découvert que les températures étaient de 37 degrés supérieures à ce qu'ils avaient prévu. Ils l'ont donc abandonné et il ne sert à présent plus à rien. Mais c'est le trou le plus proche du centre de la planète que nous ayons jamais creusé. Et le plus effrayant, c'est que certains des ouvriers entendaient des voix venant de l'intérieur. À Beyrouth, au Yémen, il y a un trou ancien au milieu du désert. Il est en fait plus proche d'Oman que de la capitale Sanaa. Ce trou plonge les habitants comme les experts dans une grande perplexité. Contrairement aux trous de Russie et d'Antarctique, celui-ci n'a pas été créé par l'homme. Ou peut-être que si. Il existe depuis de nombreuses années et les habitants s'efforcent de l'éviter. Ils n'aiment même pas en parler, car ils affirment qu'il porte malheur à ceux qui s'en approchent ou à quiconque prononce son nom. Ils prétendent qu'il s'agit d'une prison pour esprits, mais nombreux sont ceux qui rejettent cette thèse. Ce trou fait 30 mètres de large et entre 100 et 200 mètres de profondeur. Et il s'en échappe aussi des sons très étranges. Mais d'après les scientifiques, ce puits n'est pas ventilé et il n'y a donc presque pas d'oxygène au fond. Ainsi, il est peu probable que quelqu'un ou quelque chose vive à l'intérieur. Des grondements profonds ont été enregistrés dans le Challenger Deep de la fosse des Mariannes en mars 2016. Certains de ces bruits ont même été suivis de ce qui ressemblait à des cris perçants.
Les chercheurs ont enregistré ces sons en l'espace de quelques semaines à l'aide d'un microphone encastré dans du titane afin que l'immense pression ne le réduise pas en miettes. Et ils l'ont fait descendre extrêmement lentement, car la pression est 1000 fois supérieure à cet endroit qu'au niveau de la mer. Pendant 23 jours, le microphone a enregistré le son des baleines et celui des bateaux, et même le grondement des tremblements de terre. Mais ils n'ont pas pu déterminer ce qui avait causé ces premiers sons. Ils ne savaient pas si ces bruits avaient une source naturelle ou s'ils étaient produits par les humains. Ils voulaient aussi savoir si ces sons affectaient la vie marine, comme les dauphins et les baleines qui dépendent de l'écolocation. Mais ils n'ont pas trouvé de réponse. Les scientifiques estiment que l'océan est environ 10 fois plus bruyant qu'il y a 50 ans. Avec le développement des technologies de navigation, les sous-marins et les constructions sous-marines, l'océan est de plus en plus bruyant avec le temps. Les aurores boréales s'accompagnent elles aussi de sons dont personne ne parle. On les entend généralement au moment où l'intensité des aurores est au plus haut. Les scientifiques ignorent d'où viennent ces claquements et crépitements lointains, mais à l'aide de microphones spéciaux, ils ont pu localiser ces sons à une hauteur de 70 mètres au-dessus du sol, ce qui est plutôt bas. Ils sont en vérité causés par des charges électriques très puissantes dans certaines zones du ciel. Les orages magnétiques, qui sont à l'origine des aurores, viennent perturber l'électricité atmosphérique. En conséquence, de minuscules étincelles éclatent dans le ciel, ce qui provoque des claquements et ce faible... Ouf! Cet été aura été plus chaud que jamais. Nous avons l'impression d'être des brochettes de guimauve cuites sur le grill. Certes, le monde devient plus chaud, mais certaines régions ont toujours dû lutter contre des températures élevées. Il s'avère que les gens avaient aussi des inventions pour se rafraîchir dans l'Antiquité. Et certaines d'entre elles fonctionnent toujours, même 3000 ans plus tard. Voyons comment les gens se sont protégés de la chaleur tout au long de l'histoire. Mets un glaçon dans ton soda et prépare-toi à découvrir comment les gens survivaient à la chaleur. En parlant de glaçons, sais-tu que les Perses avaient mis au point un système de stockage de la glace? Dans les déserts de la Perse ancienne, les gens ont eu une idée hors du commun pour éviter que leur nourriture ne se transforme en gâchis à moitié fondu. Ces Perses ingénieux sont tombés sur une astuce de physique qui leur a permis de créer de la glace au milieu du désert. Ils ont appelé ces structures yakshals, ce qui signifie en fait puits de glace. Ces puits de glace n'étaient pas des glaciers ordinaires. All s'étaient comme des réfrigérateurs souterrains secrets. De l'extérieur, les yakshals ressemblaient à des structures faites de briques et de boue en forme de dôme. Mais à l'intérieur, c'était un tout autre monde. Ces fosses à glace étaient dotées d'un système de refroidissement par évaporation qui fonctionnait comme par magie. La nuit, lorsque le désert se refroidissait, les Perses exploitaient l'effet de refroidissement radiatif. Ils ont aménagé des tranchées intelligemment conçues pour contenir de fines couches d'eau. L'eau gelait, défiant la chaleur du désert. Il y avait aussi des aires de stockage souterraines. Les Perses récupéraient de l'eau glacée qui fondait dans ces tranchées fraîches et, pendant la nuit, ils la congelaient à nouveau, tirant ainsi le meilleur parti possible du refroidissement naturel du désert. Pour ajouter à cet effet de refroidissement, ils ajoutaient un mur pour abriter les zones de stockage du soleil brûlant de la mi-journée. Et ce n'est pas tout. Ils disposaient d'une fantastique structure appelée le Badgair, qui captait la brise et la dirigeait directement vers les fosses de glace. De l'air frais et une brise glacée, la combinaison gagnante. Ils disposaient même de canaux complexes, appelés des kanates, pour acheminer l'eau des montagnes voisines jusqu'aux puits de glace et aux maisons. Au fil du temps, ces yakshals sont tombés en désuétude, et la technologie moderne a pris le dessus. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. En Iran, des gens formidables restaurent ces anciennes glacières. Alors, si tu te retrouves un jour dans ce désert, n'oublie pas de visiter ces sites incroyables et d'assister en direct au génie des anciens Perses. Maintenant, on aimerait se concentrer davantage sur ces attrape-vents parce qu'ils ne servent pas seulement à fabriquer des glaçons, mais aussi à se refroidir. À l'époque, ces merveilles architecturales ingénieuses faisaient fureur dans des contrées comme la Perse, l'Égypte et le Moyen-Orient. Imagine des structures en forme de tour avec des ouvertures à différents niveaux, stratégiquement placées, pour exploiter la puissance de la brise naturelle. Ces ouvertures étaient nues comme des portails magiques pour le vent. Elles captaient ces rafales rafraîchissantes et les guidaient directement dans les espaces de vie des habitations. En fait, il s'agissait de climatiseurs naturels. La brise s'écoulait gracieusement vers le bas,
rafraîchissant le sol tout en virevoltant à travers le bâtiment. Le secret réside ici dans les détails. La hauteur de la tour, le nombre de côtés, les ouvertures et le positionnement des pales intérieures. Tout joue unroll dans l'efficacité des tours éoliennes. Grâce à ces capteurs de vent, les sociétés anciennes pouvaient profiter de températures intérieures agréables sans trop transpirer. Peux-tu imaginer vivre à cette époque? Sentir la douce brise souffler dans ton palais, te procurant une sensation de fraîcheur et de bien-être? On attribue souvent aux Perses l'invention de ces impressionnants attrape-vents. Mais n'oublions pas l'Égypte. On y trouve des traces de structures similaires, datant de 1300 ans avant notre ère. Oui, l'invention des attrape-vents peut être eu lieu dans l'Égypte ancienne, mais c'est à Yazd, en Iran, que l'on trouve le plus grand nombre d'entre eux. Les vents n'auraient pas pu y vivre sans ces anciennes climatisures, car il ne pleuvait pratiquement pas dans cette région tout au long de l'année. Observons maintenant ces extérieurs perforés à double paroi. Imagine que tu habilles un bâtiment d'un écran perforé sophistiqué. C'est comme si tu donnais un coup de jeune à l'extérieur tout en gardant la fraîcheur à l'intérieur. Cette technique de génie permet tout d'abord de disperser la lumière du jour sans que les rayons du soleil ne nous aveuglent. L'écran fait également de l'ombre, offrant à l'intérieur du bâtiment un répit bien mérité contre le soleil ardent. Il s'agit en quelque sorte d'un chapeau de plage naturel pour ta maison. En plaçant cet écran à environ 1 mètre des murs extérieurs, on crée un couloir de rêve où l'air frais circule librement. Et bon, ils ajoutent aussi une touche d'élégance au bâtiment. Ces structures sont parfois appelées jali. À Jaipur, en Inde par exemple, la température moyenne pendant la journée est d'environ 38 degrés. Ces structures sont donc cruciales. Les jalis se présentent sous différentes formes, en pierre, en stuc ou en bois. C'est un symbole culturel profondément ancré dans l'architecture indienne. On retrouve sa présence intrigante dans des bâtiments historiques emblématiques tels que le majestueux Taj Mahal et le grandiose Fort Rouge de Delhi. Mais ce n'est pas là qu'une chose du passé. Les jalis sont toujours présents dans l'architecture moderne et leur charme a suscité la créativité d'artistes et de concepteurs du monde entier. Il orne l'extérieur du bâtiment, sa section transversale présentant une ouverture plus grande à l'extérieur et plus étroite à l'intérieur. C'est là que l'effet Venturi entre en jeu pour étaler sa physique. Lorsque l'air s'écoule dans ce passage rétréci, il prend de la vitesse, ce qui crée une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. L'air soufflant, à une vitesse plus élevée est comprimé, et, lorsqu'il est relâché, se refroidit. Le moucharabier est un treillis ou un écran en bois utilisé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ces merveilles décoratives ressemblent à des stores de fenêtres. Mais ils ne se contentent pas d'être jolis, ils sont aussi ingénieux. Ils protègent de ton intimité tout en te protégeant du soleil et laissent entrer l'air frais et la lumière. Certaines personnes adjoignent également des pots en terre cuite remplis d'eau, de sable ou de paille humide à leur création. Lorsque l'air chaud passe par les trous, il traverse également la surface poreuse du pot. L'humidité contenue dans le pot s'évapore et rafraîchit l'air. Il s'agit d'une technique peu coûteuse idéale pour les climats chauds et secs. Elle est respectueuse de l'environnement et ne nécessite pas d'électricité. Très bien, avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui. Les concepteurs font preuve de créativité et associent la sagesse traditionnelle à la technologie moderne. Les tours Al-Bahar d'Abu Dhabi ne sont pas en reste. Imagine plus de 2000 panneaux hexagonaux qui dansent au gré des mouvements du soleil pour ombrager l'intérieur du bâtiment. L'évaporation de l'eau était une autre arme secrète des anciens, simple mais très efficace. De plus, les Égyptiens de l'Antiquité suspendèrent des tapis et des rideaux mouillés dans l'embrasure des portes. Lorsque l'air passait à travers eux, ils se refroidissaient, ce qui permettait de se protéger du soleil brûlant. Les architectes de l'Antiquité étaient bientôt passés maîtres dans l'art de maximiser la circulation de l'air. Ils savaient comment assurer une ventilation transversale et laisser l'air chaud s'échapper tout en invitant de l'air plus frais à l'intérieur. Si l'on se reporte sur la Rome antique, les bains publics étaient l'endroit en vogue à l'époque. Les gens s'y réunissaient pour discuter de politique, faire du sport et bien sûr se baigner pour se détendre. Le frigidarium était l'endroit le plus frais des thermes romains.
Après un bain de vapeur dans le caldarium, les Romains se précipitaient dans cette piscine géante pour se détendre. Dans certains endroits, comme la Cappadoce en Turquie, les gens se sont déplacés sous terre pour s'abriter de la chaleur. Ils y ont creusé des maisons douillettes, à même la roche volcanique, exploitant les pouvoirs de refroidissement naturel de la Terre. La leçon à tirer est donc simple. Les architectes et les concepteurs peuvent créer des merveilles en combinant les traditions locales et des technologies de pointe. La vallée de la mort, en Californie, s'enorgueillit d'avoir la température la plus élevée, officiellement enregistrée à ce jour, avec 57 degrés en 1913. Quant au record de chaleur en Afrique, il s'élève à 55 degrés, relevé en 1931 à Kébili, en Tunisie. En Europe, la température la plus élevée jamais enregistrée a atteint près de 49 degrés en Sicile en août 2021. En novembre 1922, un garçon marchant dans les montagnes désertiques d'Égypte a découvert des marches antiques taillées dans la roche. Par la suite, cette découverte est devenue l'une des plus grandes et des plus importantes découvertes archéologiques au monde. Cette marche faisait partie du tombeau intact de Toutankhamon. Les archéologues ont trouvé environ 5000 objets anciens, dont des bijoux, des tissus, des vases peints et des masques funéraires. Tu as probablement vu l'un d'entre eux. Il est devenu l'un des attributs les plus reconnaissables de l'Égypte ancienne. Plus de 100 ans se sont écoulés depuis. Aujourd'hui, l'humanité s'est enfin rapprochée d'une autre découverte de grande envergure, la tombe de Cléopâtre. Cette reine a été la dernière souveraine active du royaume ptolémaïque d'Égypte, qui a siégé sur le trône de 51 à 30 avant notre ère. Il existe de nombreux documents anciens sur Cléopâtre, son règne et sa personnalité hors du commun. Mais jusqu'à présent, personne n'avait découvert les secrets de son décès et de son lieu de sépulture. Kathleen Martinez, archéologue, étudie depuis des décennies les documents anciens et les temples autour d'Alexandrie et a conclu que la tombe de la reine devait se trouver sous la cité antique de Taposiris Magna, Tapusiris Magna, fondée en 280 avant notre ère. Il s'agissait d'une grande ville située sur la côte nord de l'Égypte, où des dizaines de milliers de personnes travaillaient dans le commerce et l'industrie. Et il semble que les suppositions du docteur Martinez se soient révélées exactes. Avec un groupe d'archéologues, elle a découvert un tunnel souterrain secret près d'Alexandrie, d'une longueur d'environ 1300 mètres. Il a été creusé dans la roche sous le temple de Taposiris Magna. Au cours des fouilles, ils ont trouvé de nombreux éléments qui indiquent que la tombe de Cléopâtre se trouve dans les profondeurs du tunnel. Il est également possible qu'elle y soit enterrée avec le commandant romain Marc-Antoine. Selon des documents anciens, Cléopâtre et Marc-Antoine s'aimaient et s'opposaient ensemble au Sénat romain, qui déclarait Antoine traître. Le fait que des catastrophes naturelles se soient produites sur le territoire de Taposiris Magna pendant des milliers d'années peut compliquer les fouilles. Des tremblements de terre et des inondations ont détruit la ville, et peut-être inondé ces tunnels souterrains. Mais les archéologues espèrent peu que l'ancienne tombe est restée intacte, et qu'elle cache de nombreux trésors et documents sur la vie royale de l'Égypte ancienne, sous le règne de la dernière dynastie. Il est possible que les fouilles se déroulent sous l'eau et dans la boue. Cela demandera beaucoup de temps et de moyens financiers, mais les archéologues sont sûrs que cela en vaut la peine. Quoi qu'il en soit, il est trop tôt pour affirmer que Cléopâtre est réellement enterrée à cet endroit, mais les scientifiques ont trouvé de nombreux objets dans le tunnel qui le confirment, notamment des pots en argile, des dizaines de pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre et d'Alexandre le Grand, ainsi qu'un buste à l'effigie de la reine égyptienne. Cléopâtre reste l'une des personnalités les plus populaires d'Égypte, au même titre que Ramsès III et Toutankhamon. Elle a inspiré de nombreux films, peintures et livres. Mais qu'est-ce qui l'a rendue si populaire ? Elle est devenue célèbre pour son inconstance. C'était une souveraine belle et intelligente qui a sorti l'Égypte de la crise et en a fait une puissance prospère. Les textes arabes médiévaux indiquent qu'elle connaissait la chimie, les mathématiques et la philosophie, et qu'elle a peut-être écrit plusieurs ouvrages scientifiques. Elle connaissait plusieurs langues et avait d'excellentes compétences diplomatiques. Par ailleurs, de nombreuses légendes affirment qu'elle était une femme fatale, qui rendait beaucoup d'hommes fous. Cependant, rien ne prouve que sa beauté était incomparable. Hollywood a créé l'image d'un modèle éblouissant en tournant plusieurs films dans lesquels des actrices célèbres interprétaient le rôle de Cléopâtre. L'empereur romain Octave, fils adoptif de Jules César, a quant à lui créé l'image d'une séductrice insidieuse parce qu'il était son ennemi. Bien qu'elle soit née en Égypte, Cléopâtre n'était pas égyptienne.
Ces ancêtres étaient des Grecs, dont l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Cependant, le peuple égyptien l'aimait. Elle a appris la langue et a été très sensible aux traditions de ce pays. Elle connaissait bien l'histoire, la mentalité et les coutumes de l'Égypte ancienne. Elle a relevé le niveau de l'économie égyptienne et renforcé le statut de l'Égypte en tant que puissance mondiale. Tout cela a été rendu possible en grande partie grâce à sa ruse et à sa force de persuasion. Elle aimait les représentations théâtrales et les fêtes somptueuses. Elle savait comment surprendre les gens et se donner en spectacle. Mais derrière l'image extérieure d'une amatrice de luxe se cachait une souveraine intelligente et calculatrice. L'Égypte ancienne était un pays riche et luxueux, et Cléopâtre a tout fait pour accroître sa richesse et renforcer sa position sur la scène internationale. Par exemple, une fois, elle était en conflit avec son frère Ptolémée XIII. Sachant qu'elle ne pourra pas lui résister, la reine a décidé d'attirer Jules César à ses côtés. L'empereur romain est arrivé à Alexandrie, où Cléopâtre voulait le rencontrer. Mais Ptolémée a eu vent de ses projets et a voulu l'empêcher de se rendre auprès de César. Au lieu d'une arrivée riche et bruyante, Cléopâtre décide de passer inaperçue. Elle s'enveloppe dans un tapis ou un sac de lin que les serviteurs de l'empereur transportent dans les appartements privés de César. Cléopâtre sort du tapis et impressionne l'empereur romain par sa beauté et sa détermination. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et deviennent de proches alliés. Quelque temps plus tard, elle impressionne un autre Romain influent à des fins diplomatiques. Elle se rend à la rencontre de Marc-Antoine sur une barge dorée aux voiles pourpres et aux rames d'argent. Cléopâtre est habillée à l'image d'Aphrodite et est assise sous un magnifique dais. Zeus, serviteur, déguisé en Cupidon, souffle dans son éventail et brûle de l'encens. Mais Cléopâtre a créé un tel spectacle pour une raison bien précise. Elle savait qu'Antoine vénérait la mythologie grecque et se considérait comme l'incarnation de Dionysos. Cette femme l'impressionne tellement qu'il finit par l'épouser. Cléopâtre défend sa couronne, renforce son alliance avec Rome et donne 3 enfants à Antoine. En Égypte, ils organisent de grandes fêtes et jouissent de la richesse et du pouvoir. Cependant, la relation d'un haut fonctionnaire avec la reine égyptienne provoque un scandale à Rome. Comme Octave est le principal adversaire d'Antoine dans la lutte pour le pouvoir, il exploite la situation pour ternir la réputation de son concurrent. Il utilise la propagande pour faire de Cléopâtre une séductrice insidieuse aux yeux des citoyens romains. Il accuse Antoine d'avoir succombé à ses charmes. Le Sénat romain soutient Octave et déclare Cléopâtre ennemie. En 33 avant notre ère, ce conflit atteint son apogée lorsque la marine d'Antoine affronte la flotte d'Octave. Ce dernier l'emporte et oblige son ennemi à fuir en Égypte avec Cléopâtre. Selon certaines sources, il se serait réfugié près d'Alexandrie. Poursuivi par les Romains, il se cache dans l'un des palais de Cléopâtre et trouva la mort. Certaines légendes racontent que Cléopâtre était experte en poison. Elle aurait provoqué la morsure d'un serpent venimeux, une vipère ou un cobra égyptien. Selon une autre légende, elle se serait piquée avec une aiguille empoisonnée. Une théorie veut que Cléopâtre ait toujours transporté une ampoule de poison dans sa brosse à cheveux. Lorsqu'elle était coincée, elle imbibait l'aiguille de ce poison et se piquait. Rien de tout cela n'est certain. Les scientifiques tentent toujours de découvrir la vérité. Peut-être que lorsqu'ils atteindront la tombe de Cléopâtre, le monde obtiendra plus de réponses sur son destin tragique. Elle est considérée comme la dernière souveraine d'Égypte. Après sa mort, Octave pille ses palais et ses temples et retourne à Rome, où il devient le principal empereur. Il gouverne le pays avec succès et en élargit les frontières. Son règne s'est achevé à l'âge de 75 ans. L'histoire du monde aurait été différente si Cléopâtre et Marc-Antoine n'avaient pas perdu cette bataille navale. À propos, saviez-vous qu'il s'est écoulé plus de temps entre le règne de Cléopâtre et le volume de Neil Armstrong sur la Lune qu'entre le règne de la reine égyptienne et la construction de la grande pyramide de Gizeh? Armstrong a posé le pied sur le satellite de la Terre en 1969, soit 2038 ans après la naissance de Cléopâtre. Et la construction de la pyramide a eu lieu en 2560 avant notre ère. Imagine la longueur de l'histoire de l'Égypte ancienne. Cléopâtre est plus proche de nous dans le temps que les pyramides. Je voudrais t'emmener dans un endroit qui semble être hors du commun. La vie à l'intérieur de cette grotte a été isolée du monde extérieur pendant environ 5,5 millions d'années. Et cela se voit. Tu peux d'ailleurs t'en rendre compte par toi-même. En raison d'un isolement aussi long, les conditions à l'intérieur de la grotte de Moville sont inégalées sur notre planète. On y trouve un écosystème exceptionnel,
même si la lumière du soleil manque cruellement à l'intérieur de la grotte et que l'air y est toxique. La grotte, située à quelques kilomètres à l'ouest de la mer Noire en Roumanie, a été découverte pour la première fois en 1986. Aujourd'hui, on ne peut la visiter qu'avec une autorisation spéciale. De plus, les cavernes centrales sont gardées naturellement par d'étroits tunnels de calcaire et des puits verticaux. Si tu es claustrophobe, tu ferais mieux de ne pas entrer dans cet endroit. Dans les profondeurs de la grotte, l'air contient 2 fois moins d'oxygène que l'air extérieur. En revanche, il renferme beaucoup de dioxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène. Ce n'est donc pas l'air le plus frais que l'on puisse respirer. Il fait également nuit noire à l'intérieur de la caverne. Mais malgré, ou plutôt grâce à, ce cocktail de conditions extrêmement difficiles, le site est une véritable mine d'or pour les biologistes. Il est surprenant de constater que la vie semble y être en plein essor. Lors d'une étude réalisée en 1996, les scientifiques ont identifié 48 espèces, dont 33 étaient propres à la grotte. La plupart des créatures qui peuplent la grotte sont minuscules, avec de longs membres et des antennes qui les aident à se diriger dans l'obscurité. Ces créatures sont incapables de voir et n'ont pas de pigments, et c'est logique. Pourquoi avoir besoin de voir si l'on vit dans l'obscurité totale? Et pourquoi avoir besoin d'être beau et coloré si personne ne peut vous voir? Je vais maintenant te faire découvrir une autre grotte, qui n'est pas moins étonnante, mais dont l'aspect est très différent. Il s'agit de la grotte des cristaux géants, ou grotte des cristaux, au Mexique. Ces cristaux gigantesques ont été découverts en 2000 par une société minière après que l'eau a été pompée hors de la grotte. 2 mineurs ont vu les cristaux après avoir pénétré à pied dans la grotte asséchée. Ces cristaux impressionnants sont en fait d'énormes piliers de gypse cachés à 300 mètres sous terre. Ils sont ancrés dans les murs et dans le sol de la grotte brûlante. Les scientifiques estiment que les cristaux pourraient avoir poussé pendant un demi-million d'années. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux sont si longs et si larges que l'on peut marcher dessus. Malheureusement, il est impossible de visiter cette merveille de la nature pour le moment. Mais c'est peut-être mieux ainsi, car la grotte des cristaux est un endroit dangereux qui peut facilement se transformer en piège. Pendant des dizaines de milliers d'années, elle a été remplie d'eau souterraine qui, à la base, a été poussée vers le haut dans l'ouverture par une chambre magmatique située dans les profondeurs de notre planète. Le magma sous la grotte maintenait l'eau chaude, mais la température de l'eau a fini par descendre en dessous de 58 degrés Celsius. En conséquence, l'eau a commencé à se remplir de calcium et de sulfate, dont les particules devenaient petit à petit du gypse. C'est alors que des cristaux de couleur blanche ont envahi la grotte. Et comme ils sont restés sous l'eau, ils ont pu continuer à croître. Il n'est pas nécessaire de s'envoler dans l'espace pour observer un trou noir de plus près. Des scientifiques ont trouvé quelque chose de très similaire au trou noir dans l'océan Atlantique Sud. L'attraction gravitationnelle d'un trou noir est tellement énorme qu'une fois que quelque chose est attiré à l'intérieur, il n'a aucune chance de s'en échapper. Même la lumière ne peut pas sortir d'un trou noir. Les trous noirs océaniques semblent presque aussi puissants que leurs homologues de l'espace. Mais au lieu d'attraper la lumière, ils font de même avec l'eau. Les tourbillons océaniques sont des tourbillons massifs qui tournent à contre-courant. Ils brassent généralement des milliards de tonnes d'eau, et la plupart d'entre eux sont plus grands qu'une ville. Ces tourbillons sont si puissants que rien de ce qui est piégé par eux ne peut s'échapper. Mais le plus effrayant, c'est que tu risques de ne même pas remarquer que tu te diriges vers l'un d'entre eux. Ces choses sont si énormes que tu n'en verras les limites que lorsqu'il sera trop tard. Lorsque les scientifiques ont commencé à explorer les tourbillons océaniques à l'aide de satellites, ils ont découvert les limites de plusieurs tourbillons. Ils ont ensuite réussi à prouver que, mathématiquement, ces tourbillons sont identiques aux mystérieux trous noirs de l'espace. Les tourbillons massifs sont entourés de barrières très étanches, où les fluides se déplacent en boucles fermées. Même l'eau ne peut sortir de l'intérieur de ces boucles. C'est pourquoi les tourbillons océaniques serrés jouent sur le rôle d'énormes conteneurs. L'eau qui s'y trouve peut être totalement différente de l'océan qui entoure un tourbillon. Et je ne parle pas seulement de sa température. La teneur en sel à l'intérieur et à l'extérieur d'un tourbillon est souvent différente. Sur la fine langue de terre de Courlande qui sépare la mer Baltique de la lagune de Courlande, se trouve l'un des endroits les plus étranges de la planète. Les habitants de la région l'appellent la forêt dansante, car les pins de cette forêt ont des formes étonnamment inhabituelles. Ils se tordent en spirale et en cercle le long du sol. Il existe bien sûr des théories pour expliquer ce phénomène.
Certains prétendent que d'énormes quantités d'énergie positive et négative se sont jadis affrontées à cet endroit. D'autres, plus terre à terre, pensent que la raison est géologique. Le sol sablonneux de la région est trop instable pour permettre aux arbres de pousser à la verticale. L'idée la plus répandue est que les vents forts soufflant de l'eau influencent la forme des arbres. Quoi qu'il en soit, les experts n'ont pas encore tiré de conclusion définitive. Regarde ces agroglyphes sous-marins. Ils ont été repérés pour la première fois en 1995, près de la côte sud du Japon. Les plongeurs locaux ont appelé ces structures de 2 mètres de large des cercles mystérieux. L'énigme est restée dans les esprits pendant près de 16 ans, jusqu'à ce que le coupable soit enfin démasqué. Imagine la surprise des chercheurs lorsqu'il s'est avéré qu'il s'agissait d'un poisson globe mâle. Le poisson a besoin d'un peu plus d'1 semaine pour construire un cercle, et l'esthétique est évidemment cruciale. Un mâle nage à l'intérieur du cercle, creusant des vallées dans le sable avec ses nageoires. Mais ce n'est pas tout. Les poissons utilisent également des coquillages et des coraux pour décorer certaines parties de leur cercle. Toute cette activité de construction d'un cercle a également une utilité pratique. La façon dont le poisson mâle nage pousse le sable vers le centre du cercle et crée un monticule qui servira plus tard de nid. Le prochain mystère de notre liste se trouve dans les Caraïbes. Au large des côtes du Belize, il y a un gouffre géant. C'est le Grand Trou Bleu. Il mesure environ 305 mètres de diamètre et plus de 122 mètres de profondeur. Il y a très longtemps, ce trou était une grotte. Mais la montée des eaux l'a rempli et il s'est effondré sur lui-même. Plus on descend dans les eaux cristallines du Grand Trou Bleu, plus il devient sombre. On y trouve des tonnes de grottes remplies de stalactites. Mais il est extrêmement dangereux d'y pénétrer, à moins de vouloir se perdre irrémédiablement. Une fois que tu auras atteint une profondeur de 15 mètres, tu remarqueras que l'eau est scintillante. C'est la ligne invisible qui sépare le sommet salé du gouffre de l'abîme d'eau douce. Il serait peut-être bon de faire demi-tour dès maintenant, car qui sait ce que tu pourrais trouver dans ces profondeurs obscures. Une vieille légende amazonienne parlait d'une rivière si chaude qu'elle bouillait. On pensait qu'il s'agissait d'une simple légende jusqu'à ce que le géoscientifique péruvien Andrés Russo se demande si cette rivière pouvait être réelle. Tous les experts ont réfuté cette possibilité. En effet, les rivières bouillantes chaudes existent bel et bien, mais uniquement dans les régions où se trouvent des volcans. Or, il n'y a pas de volcan dans la partie du pays mentionnée dans la légende. Mais Andrés Russo était trop déterminé pour abandonner. En 2011, il a enfin localisé la rivière des légendes. L'eau qu'elle contenait. La Terre a 3 couches principales. La première est un noyau en 2 parties, qui sont le noyau interne dense et chaud et le noyau externe fondu. Vient ensuite le manteau. Et enfin, la 3e couche est la fine croûte, la surface qui supporte la vie telle que nous la connaissons. Du moins, c'est ce que nous pensions jusqu'à présent, car les scientifiques ont récemment découvert une nouvelle couche mystérieuse située au plus profond du noyau interne solide. Le noyau interne de la Terre fait environ 2/3 de la taille de la Lune et est composé de nickel et de fer solide. Il est brûlant. La température au centre de notre planète est la même qu'à la surface du Soleil. Le noyau externe peut atteindre une température de près de 5500 degrés Celsius. Il est difficile de l'explorer car nous ne pouvons pas nous y rendre, et c'est un peu comme regarder à travers une fenêtre vraiment sale de 5000 km de métal et de roches en fusion. Mais nous pouvons compter sur des expériences de laboratoire effectuées sur des roches pressurisées chauffées, sur les signaux des ondes sismiques et sur des modèles informatiques. Lorsqu'un tremblement de terre se produit, il envoie des ondes de choc sismique. Ces ondes traversent les couches à une vitesse différente selon la direction qu'elles prennent et le matériau qu'elles traversent. Dans la nouvelle étude, une équipe de scientifiques a collecté un ensemble de données provenant de 100 000 séismes profonds. Certains d'entre eux se sont produits à plus de 100 km sous la surface. Lorsqu'un tremblement de terre se produit d'un côté de notre planète, les scientifiques suivent ces ondes tout le long jusqu'à l'autre côté. Les ondes changent lorsqu'elles arrivent de l'autre bord et les scientifiques essaient d'identifier les matériaux que ces ondes ont traversés. Ils ont découvert une nouvelle couche dans le noyau de notre planète grâce au tremblement de terre. Normalement, les ondes de choc se déplacent le long de l'équateur, mais à l'intérieur de la Terre, elles s'écartent et vont dans des directions différentes, environ 60 degrés sur le côté. Lorsque les ondes traversent le noyau interne en allant du nord au sud, elles voyagent plus rapidement que les ondes qui traversent le noyau parallèlement à l'équateur. Il est important de comprendre le noyau, car il crée notre champ magnétique qui, à son tour, protège la planète d'éléments comme les vents solaires, qui sont des particules chargées provenant du Soleil.
Dans les années 60, nous avons découvert que la Terre pulsait toutes les 26 secondes. C'est comme un mécanisme d'horlogerie, un battement de cœur géant. Le sol tremble légèrement, mais nous ne le sentons généralement pas. Les chercheurs peuvent toutefois enregistrer ce tremblement. Certains d'entre eux pensent que le plateau continental se présente comme un énorme déferlement de vagues sous les océans. Par exemple, la partie la plus haute du continent nord-américain tombe dans une profonde plaine abyssale. Une théorie stipule que les vagues frappent cet endroit en produisant des impulsions régulières. C'est comme si tu avais toutes sortes de tambours, que tu les frappais avec tes mains et que tu frappais accidentellement l'endroit précis qui produit le bang harmonique pour faire trembler notre planète entière. Si cette théorie est vraie, nous avons de la chance qu'il n'y ait pas d'autres points comme celui-ci qui puissent faire trembler la Terre. D'autres scientifiques pensent que la pulsation se produit parce qu'il y a un volcan près du point critique, l'île de Sao Tomé, dans la baie de Bonny. Tu marches, tu cours, tu sautes, mais quand tu t'arrêtes, tu as toujours l'impression d'être immobile. En réalité, tu es en mouvement même lorsque tu es parfaitement immobile, car notre planète est toujours en mouvement. Selon l'endroit où tu te trouves, tu peux tourner dans l'univers à plus de 1600 km/h. C'est au niveau de l'équateur que tu atteindras la plus grande vitesse. Fais tourner un ballon de basket sur ton doigt et regarde l'équateur du ballon. Un point aléatoire sur celui-ci a plus de distance à parcourir en une seule rotation que n'importe quel point plus près de ton doigt. Cela signifie que le point sur l'équateur se déplace plus rapidement. La Terre est une planète qui se recycle en permanence. Le sol sur lequel nous marchons est recyclé. Le cycle des roches de notre planète transforme les roches d'un type en un autre. C'est un cycle qui se produit sans cesse. Les profondeurs de notre planète sont remplies de magma. Lorsque le magma sort à la surface, il durcit pour devenir de la roche. Les processus tectoniques, comme l'activité volcanique, les tremblements de terre, la formation de montagnes et tous les autres processus qui façonnent la surface de notre planète, apportent cette roche à la surface de la Terre. Lorsque la roche est à la surface, l'érosion la façonne et rase ses morceaux. Ces petites particules sont ensuite déposées. Toute la pression venant d'en haut compacte les particules pour former des roches sédimentaires, comme le grès par exemple. Les roches sédimentaires peuvent aussi se retrouver de plus en plus profondément sous la surface de la Terre. Comme il y a beaucoup de chaleur et de pression, elles sont cuites et deviennent des roches métamorphiques. Elles peuvent remonter à la surface une fois de plus, ou même finir par être de nouveau érodées. Parfois, les plaques de la croûte terrestre se poussent les unes sous les autres, et ainsi, les roches peuvent se retrouver en magma une fois de plus. Nous n'avons exploré que 5% de l'océan jusqu'à présent. L'océan lui-même, ainsi que la vie sous le plancher océanique, sont encore un mystère. Les sédiments qui se trouvent sous nos océans abritent différents micro-organismes qui existent même à des profondeurs de 2,5 km sous le plancher océanique. Il y a là des microbes cachés dans les profondeurs des roches volcaniques au large des régions du Pacifique, sous 265 mètres de sédiments. La biosphère sous le plancher océanique se développe extrêmement lentement par rapport à la vie à la surface. La division cellulaire ne s'y produit que tous les 10 à 1000 ans. Quelque chose est différent concernant l'axe de la Terre. Les changements climatiques et la fonte des glaciers, principalement dans des régions comme l'Himalaya et l'Alaska, ont fait bouger cet axe. Notre planète a deux sortes de pôles. Les premiers sont les pôles magnétiques sud et nord. Ils affectent des éléments comme la dérive et la navigation. L'axe autour duquel la Terre tourne est un autre type de pôle. Il s'est un peu déplacé au fil du temps, mais nous ne savons pas exactement pourquoi. Les chercheurs ont réalisé que des masses d'eau en mouvement poussent l'axe de la Terre vers l'est. Prends l'exemple d'une bassine d'eau. Si tu la fais bouger d'avant en arrière, les remous font que l'eau déplace son poids tout autour. Un processus similaire se produit à l'échelle planétaire. Quelle que soit l'ampleur d'un tremblement de terre, aucun humain ne pourra jamais sentir un tremblement de terre de l'autre côté de la Terre, bien que certaines personnes prétendent le contraire. En 2013, il y en a eu un près des îles Kuriles d'une magnitude de 8,5. Il a atteint une profondeur d'environ 650 km. Il était si fort que des personnes en Australie ont déclaré qu'elles avaient pu sentir le sol trembler. Le plus fort tremblement de terre s'est produit au Chili en 1960 avec une magnitude de 9,5. La zone de rupture s'est étendue de 500 km à près de 1000 km le long de la côte du pays. Les tremblements de terre d'une magnitude de 10 ou plus ne peuvent pas se produire. La magnitude dépend de la longueur de la faille où il se produit. Plus la faille est longue, plus le tremblement de terre est important.
Une faille est une cassure dans une partie de la croûte terrestre. Il y a des roches des deux côtés et elles se déplacent les unes par rapport aux autres. Nous n'avons pas trouvé de faille suffisamment longue pour générer des séismes d'une magnitude de 10 ou plus. Si cela se produisait, la faille s'étendrait autour de la majeure partie de notre planète. Un tremblement de terre d'une magnitude de 12 nécessiterait une faille plus grande que notre planète. Un côté de notre planète devient plus froid que l'autre. La Terre possède un système qui la maintient au chaud de l'intérieur, un liquide rouge et chaud situé profondément sous la surface. Il tourne et en même temps génère un champ magnétique et une gravité. De cette façon, le noyau de la Terre maintient l'atmosphère au plus près de la surface de la planète. La Terre absorbe aussi la chaleur du Soleil, principalement à la surface. La chaleur ne se répand pas de manière uniforme sur toutes les parties de la Terre. Un côté de la planète, l'hémisphère pacifique, perd de la chaleur plus rapidement que l'autre, l'hémisphère africain. Cela se produit parce que les terres retiennent plus de chaleur que la surface sous l'océan. Le plancher océanique est beaucoup plus fin que la masse terrestre. De plus, la température causée par la chaleur provenant de l'intérieur de la Terre diminue à cause des énormes quantités d'eau froide au-dessus. Les nuages ne sont pas seulement des morceaux de coton lointains et duveteux. Ils pèsent plus de 500 tonnes et aident à réguler la température de notre planète. Si tu prenais toutes les gouttelettes d'eau des nuages et que tu les déversais à la surface de la Terre, tu pourrais recouvrir la planète d'une couche liquide aussi fine qu'un cheveu humain. Cela ne semble pas beaucoup, mais cette eau est d'une importance cruciale pour le climat. Nous aurions des températures plus chaudes si les nuages n'existaient pas.